ravi de recevoir donc ce collectif pour le livre sur Pierre Sabatier, le sculpteur. Donc Damien Sabatier, le fils de l'artiste, Frédéric Migueirou, donc qui est critique d'art et d'architecture, Anne Bonny, historienne de l'art, spécialiste du design et des arts décoratifs, ainsi qu'Axel Corti, journaliste spécialiste de l'art moderne et contemporain. Donc tous auteurs et contributeurs à ce livre-somme sur l'œuvre de Pierre Sabatier. Donc une conversation entre eux va avoir lieu. Ensuite, une dédicace du livre. Les livres sont disponibles en caisse. Allez les acheter pour ensuite venir les faire dédicacer. Voilà, je vous laisse en compagnie des auteurs du livre. Et voilà, bonne rencontre. Merci Laurent. Pour commencer, je voulais vraiment vous remercier, la librairie, parce que Johanna, qui est là, nous a vraiment accueillis. Ça a été très chouette. Beaucoup d'enthousiasme, très accompagné. Donc pour nous, c'est formidable. Alors c'est formidable pour trois raisons. D'abord, parce que cette librairie, moi, j'y viens très souvent. Je l'adore. Il y a un choix, une richesse dans l'offre qui est formidable. Donc je viens souvent. J'aime beaucoup ce lieu. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a cette formidable, évidemment, exposition Brancusi. Alors, quand on est sculpteur, et quand on pense à Brancusi, qui est quand même l'un des grands-pères de la sculpture moderne, on ne peut pas rêver mieux en termes de proximité. Je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, cette exposition est formidable, vraiment formidable. Donc ça, c'est la deuxième raison. Et puis la troisième raison, c'est que parmi nos auteurs, les auteurs du livre, il y a Frédéric Migueirou qui est ici. Frédéric Migueirou, qui est quand même un pilier historique du centre Pompidou, hein, véritablement. Vous avez occupé pas mal de postes ici, notamment de conservateur des collections. Vous êtes critique d'art, vous avez beaucoup écrit aussi sur les grands architectes, dont c'est aussi cela qui nous intéressait. Vous êtes aussi professeur d'architecture à Londres, à l'Université de Londres. Et voilà, donc on était très heureux de vous avoir avec nous. Autre raison, mais on y reviendra après, c'est que vous êtes venu à l'atelier, mais c'était il y a déjà bien longtemps, il y a presque 20 ans, et pour venir accueillir cette fameuse façade Rochas dont on parlera tout à l'heure, qui est assez emblématique en fait de l'époque. Et on y voit aussi une grande proximité avec l'architecture du centre Pompidou, donc les années Pompidou, mais on y reviendra tout à l'heure. Donc voilà pourquoi on est très heureux d'être ici. On a aussi parmi les invités, vraiment des invités de grand choix. On est très content d'avoir Anne Bonny avec nous. Hein, que je regardais hier sur Google comment tu es décrite. Alors ça donne la grande prêtresse du design en France. Bon, c'est pas mal. Mais en même temps, c'est assez mérité. Je pense que quand on voit le nombre de livres que tu as écrits sur le design, c'est impressionnant. Je pense que ça pullule dans la librairie. Il y en a un petit peu partout. Il y a notamment cette fameuse collection Les années Anne Bonny, qu'on a un peu tous dans nos, dans nos bibliothèques. Hein. Ça part des années 10, 20, 30, 40, 50. Donc vraiment, c'est un peu l'anthologie et c'est devenu assez culte. Je vois que dans beaucoup de librairies, c'est des livres qui sont mis en avant. Donc voilà, on est très content que tu sois là, d'avoir collaboré avec toi sur ce travail. Je sais que tu es hyper active. Voilà, j'avais envie de donner des petits détails croustillants. Tu chantes, tu fais du vélo. Là, on a appris plein de choses sur toi en faisant le livre. Voilà. Donc ça, c'est formidable. Et puis bien sûr, Axel Corti, qui est aussi avec nous, qui est journaliste, qui s'est intéressé depuis longtemps à l'œuvre de Pierre Sabatier, qui avait écrit aussi un article, je me rappelle, dans AD Magazine, où tu avais qualifié Pierre Sabatier d'alchimiste du métal. Donc l'alchimie du métal, c'est quelque chose qui est resté, ce vocable. Donc voilà, tu es aussi journaliste à Connaissance des Arts depuis longtemps. 20 ans, voilà, il faut le dire. Donc voilà, l'idée du livre, pour vraiment que vous compreniez le parti pris, la démarche du livre, c'était vraiment de croiser l'art, le design et l'architecture. Et pourquoi ça? Parce que c'est pas du tout un hasard. Mon père, donc Pierre Sabatier, était très proche d'un courant qui a été créé dans les années 60, d'un collectif qui réunissait à la fois des artistes, des sculpteurs, des architectes, et qui s'appelait Le Mur Vivant. Là, voilà, je vous ai amené voilà, c'est bien de le prendre en photo parce que c'est assez culte. C'est à la fois une association, un collectif, mais aussi une revue
trimestriel à l'époque, qui réunissait des travaux à la fois de grands architectes de l'époque et puis de sculpteurs qui venaient s'intégrer à l'architecture dans une démarche très collaborative. C'est un mouvement qui a été soutenu par Le Corbusier très tôt. Donc je pense aussi à Frédéric qui a beaucoup écrit sur Le Corbusier, qui a monté cette expo sur Le Corbusier. Donc c'est aussi une expertise qu'il a dans son sac. Pour en revenir au mur vivant, c'est donc cette intégration de l'art et de l'architecture qui nous a semblé très intéressante pour notre livre. Et donc l'idée de croiser aussi 3 auteurs qui sont venus d'univers un petit peu différents. Donc Anne Bonny pour le design, on a aussi Frédéric pour l'architecture, bien sûr, et puis pour l'art, Axel Corti. Sans oublier ce cher François Allard, qui s'est cassé un peu le bras. Et tu sais ce que tu disais, Eric, il n'a pas pu venir aujourd'hui, mais on l'aura peut-être la prochaine intervention. Vraiment, je veux dire quelque chose absolument sur François Allard, parce que ça fait longtemps que je suis son travail de photographe. Et il a photographié énormément en fait, d'ateliers d'artistes ou d'appartements de grands artistes. Hein, ça va de Louise Bourgeois à Sid Twombly, à plus récemment Isamu Noguchi. Donc il a un œil très particulier sur les ateliers d'artistes, avec une touche très, très intimiste, très personnelle, que j'avais vraiment remarqué. Il arrive à prendre des petits détails très révélateurs de l'état d'esprit d'un artiste. Et voilà, mon rêve, c'était un petit peu qu'il fasse l'entrée de ce livre. On avait envie de faire connaître cet atelier qui est à 300 km de Paris. Certains d'entre vous sont déjà venus. C'est resté vraiment dans l'esprit de l'époque. Et je pense que François Allard a fait un super travail pour révéler un petit peu l'esprit de ces lieux. Évidemment, on n'a pas pu mettre tout son portfolio, toutes ses photos dans ce livre, mais il y a en tout cas, ça démarre avec ça, une super mise en abîme, enfin une immersion dans l'atelier qui est vraiment très belle. Donc je suis très content que François Allard ait pu faire ça. Il est tout le temps à droite et à gauche entre Hong Kong, le Mexique. Bon, vraiment, c'était top qu'on puisse l'avoir dans ce collectif. Donc, merci aussi à l'équipe de l'édition, Eric notamment, qui est là. Voilà, donc ça c'était un petit peu pour faire les présentations, vous donner un petit peu l'état d'esprit du livre. On l'a voulu aussi très, très sensoriel, parce que c'était aussi l'idée d'exprimer un petit peu ce voyage qu'avait souvent Pierre Sabatier entre l'infiniment grand, l'infiniment petit. Donc vous allez voir beaucoup de close-up aussi dans le livre sur les matières. Il était fasciné par les matières et en même temps par la monumentalité des œuvres. Donc il y a un petit peu aussi ce va-et-vient entre le grand et le petit. Et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure avec Frédéric. Qui va nous parler, parce que je ne sais pas si on se l'est rappelé aussi, mais tu es aussi philosophe de formation. Donc on a beaucoup aimé aussi le texte qui a une approche un petit peu philosophique du travail de Pierre Sabatier. On a beaucoup apprécié ce texte. Alors juste pour en venir un petit peu maintenant aux affaires sérieuses, donc, pour notre public qui connaît peut-être pas forcément Pierre Sabatier, parce que c'est vrai que ça s'explique assez simplement, c'est qu'il n'a jamais été inscrit en fait dans le monde de l'art, dans le monde des galeries, des musées, puisqu'il a toujours travaillé en collaboration avec des grands architectes sur des grands monuments, sur des grands projets à travers le monde. Et notre travail, c'est un petit peu mon travail aussi de fils d'eux. Chacun, il faut aussi des fils d'eux, n'est-ce pas, Axel ? Et voilà, l'idée, c'est de révéler le travail, de le faire connaître, de l'inscrire dans le monde de l'art. Donc c'est un petit peu pour ça aussi qu'on est là ensemble aujourd'hui. Alors peut-être on peut commencer par dire juste donner 2-3 qualificatifs, 2-3 mots peut-être chacun sur l'œuvre de Pierre Sabatier, sur le personnage. Ça serait quoi pour vous les 2-3 mots clés sur Pierre Sabatier? Je vais reprendre le terme que j'avais employé dans le premier article que j'ai écrit sur lui, l'aspect alchimiste de son travail, qui m'a semblé bien résumé, un côté un peu sorcier, et en même temps titanesque de l'homme comme de l'œuvre. Donc c'est l'alchimiste du métal pour toi, c'est le mot-clé. Pour moi, le mot-clé, c'est effectivement le terme d'alchimie et tout ce que ça recouvre comme recherche. C'est clair.
Frédéric, si tu as... Pour moi, c'est évidemment le rapport à la matière et à la spiritualité. Non pas comprise au sens religieux, mais cette idée, cette tension entre matière et esprit, avec un vrai fondement philosophique et qui traverse différents courants artistiques à l'époque. Et c'est cette cohérence interne du travail tout au long de sa vie qui est assez fascinante, parce que tous les artistes n'ont pas comme ça une espèce de ligne de conduite. Alors c'est vrai que dans le livre, on retrouve quand même, finalement, on traverse un petit peu les décennies, parce qu'on part des années 50, on traverse les années 60, 70, 80, 90, 2000. Donc c'est aussi, je trouve, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte de voyage dans le temps, aussi dans le style des époques, les approches en matière d'architecture. On a essayé aussi d'utiliser un maximum les archives, parce qu'on a à Paris des archives qui sont assez gigantesques, parce que voilà, mon père a réalisé pas moins de 300 grands projets à travers le monde, et on a pour chacun de ces projets, on a des centaines de photos, parce qu'il faut savoir que mon père aussi, très tôt, dans les années 50, a acquis un appareil photo, un Rolleiflex, et c'est lui-même qui a pris les photos en fait de tous ces projets. Donc il aimait aussi mettre en scène ces projets et les photographier lui-même, avec un cadrage assez particulier, voilà, un noir et blanc aussi, qui est assez symptomatique. Je sais que François Allard, qui a vu toutes ces photos aussi de Pierre Sabatier, a beaucoup apprécié le côté photographique de l'artiste aussi, et c'est ce qu'on a essayé aussi de mettre en avant dans le livre, où on reprend aussi beaucoup de photos de l'époque, prises par Pierre Sabatier. Donc c'est vraiment François Allard au début, dans la partie immersion dans l'atelier, et après, voilà, tout le travail est illustré par beaucoup de photos prises par Pierre Sabatier lui-même dans son atelier, sur les grands projets, un peu partout à travers le monde. Donc ça, c'était pour en revenir un petit peu à l'histoire de Pierre Sabatier. Le côté philosophique, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, parce qu'on a très envie de parler de ça aussi. Anne, tu veux dire un ou deux mots, c'est ça, sur le... Éventuellement, oui, oui, justement, tu parlais de l'aspect photographique. Oui. Et moi, j'aurais évoqué, en effet, pour Pierre Sabatier, vraiment ce désir, ce besoin de capter la lumière. La lumière au travers, justement, des premières œuvres qui sont un peu en 3 dimensions, l'espèce de décalage de plans qui donne vraiment un effet presque cinétique, en fait, au travail de Pierre Sabatier. Et puis, progressivement, la captation de la lumière au travers de ce métal réfléchissant, ce métal transparent, ce métal ouvragé, qui est vraiment une particularité, me semble-t-il, extrêmement importante. Donc la lumière, me semble-t-il, est extrêmement importante dans son travail. Tu as évoqué le travail du photographe, c'est vrai que c'est fondamental, me semble-t-il. Et puis aussi sa dimension, malgré tout, d'un homme du faire, du geste. Et par ailleurs, il faut savoir qu'il a été formé à la terre avec un des grands artistes de la Borne, c'est-à-dire Yves Moï, qu'il a formé à cette manipulation de la matière molle qu'est la glaise, le grès, et avec lequel il va faire en effet un grand nombre de pièces également, mais plutôt dans des grandes surfaces murales tout à fait exceptionnelles. Donc la lumière et le geste me semblent les 2 éléments extrêmement importants de Pierre Sabatier. D'accord. Donc en termes de singularité, parce que c'est intéressant aussi pour le public d'essayer de comprendre en quoi cet artiste est différent des autres, qu'est-ce qui fait qu'il est singulier. Donc pour toi, j'entends le mot lumière, j'entends le mot geste, j'ai entendu le mot matière, alchimie, c'est un petit peu ça, si je peux résumer un petit peu ce qui fait son originalité, sa singularité. Moi, je voudrais parler d'autre chose aussi, qui est le côté travail entre la terre. Alors c'est marrant parce que la terre, effectivement, la céramique, parce qu'il a pu travailler à la Borne, mais la terre, d'où il vient aussi, dans le Bourbonnais, pas très loin de la Borne d'ailleurs, qui est une terre d'élevage, une terre où il y a de la terre, une terre où il y a de l'eau, une Il y a terre beaucoup d'arbres aussi. il y a beaucoup d'arbres. Il habitait pas, sa jeunesse s'est passée pas très loin de la forêt de Tronchet, et son atelier avait vue sur un jardin. Moi, ça, c'est un truc qui m'a le plus frappé, c'est cette espèce d'aller-retour du travail de Pierre Sabatier, qui travaillait à la campagne pour les tours de la Défense. Et cet aller-retour entre l'ultra-modernisme des gratte-ciel
la campagne où il inventait, où il fabriquait ses œuvres monumentales avec beaucoup de choses de manuelles, effectivement. C'était quelqu'un qui était dans le geste absolu, et cette espèce d'aller-retour m'a absolument fascinée. Oui, tout à fait. Et en effet, j'ai des souvenirs, moi, de jeunesse, quand j'étais petit, à l'atelier, de voir défiler comme ça des containers, d'énormes camions qui partaient un petit peu dans le monde entier, au Canada, en Arabie Saoudite. Et c'est vrai que ça m'a assez marqué. Et c'est vrai ce que tu dis sur l'artisanat, sur ce que tu disais, Anne, aussi avec la borne. C'est vrai il a été aussi pas mal initié par Yves Moï, qui est quand même une grande figure de la céramique. Et c'est vrai qu'il a commencé par faire de grands muraux, on peut dire ça, en céramique, qui sont souvent gigantesques. Voilà. Vas-y. Ce que je trouvais intéressant aussi, c'est justement ce passage entre la terre, c'est-à-dire des grands carrelages de céramique. D'ailleurs, il va avoir son propre four à céramique dans son atelier en 68, qui va lui donner l'occasion d'organiser une grande fête. C'est vraiment pour lui un moment exceptionnel. Il a les moyens, enfin, de cuire lui-même ces grands carreaux de grès, émaillés, bien sûr. Et donc, ce que j'aime beaucoup, c'est ce passage aussi du grand mural en céramique, avec ses joints, cette rigueur géométrique, etc., où tout à coup, il va, dans le fond, peut-être s'enlacer, je ne sais pas. En tout cas, cette rigueur géométrique, ce joint, etc., c'est quelque chose qui ne lui correspond peut-être plus au moment où il va passer au métal. Et le métal devient une véritable peau, et qui va véritablement enrober l'architecture qui lui est soumise, dont parlera certainement mieux que moi Frédéric Miguerou. Mais j'aime bien cette idée que le carreau, c'était des joints, et les joints, ça n'allait plus. Il y a une dimension sensorielle, sensuelle aussi dans le métal, qui lui a semblé, ou qui lui a convenu, sans doute plus que cette prédisposition orthogonale. Absolument, je pense que c'est intéressant cette idée du joint, et c'est quelque chose qui le gênait beaucoup, c'est qu'il avait envie d'avoir une fluidité, une continuité dans l'œuvre, d'avoir une œuvre globale, totale, et du coup le métal a permis de ne plus avoir cette logique de joint. Oui. Et même dans ces grands muraux, ces grands panneaux muraux, dont un qui était très connu, qui s'appelait le bal du Grand Maulne, en 1967 à Romorantin, cet immense mural en carrelage de grès émaillé. En fait, c'est assez extraordinaire parce qu'il y a un double langage, c'est-à-dire qu'il y a le mur, mais il y a son expression artistique, vraiment, avec ces grandes formes qui se développent en dépit des joints. Il y a vraiment une double lecture systématiquement, je trouve, dans le travail de Pierre Sabatier. Voilà. Du coup, ça m'amène peut-être à la question suivante, c'est pour le public qui ne connaît pas forcément toutes ces œuvres, est-ce que chacune de vous peut nous donner en tout cas une œuvre qui lui semble, enfin son œuvre préférée, l'œuvre un petit peu emblématique de l'artiste? Alors la plus importante, je ne sais pas, une œuvre phare en tout cas, et qui est ma préférée, c'est l'environnement qu'il a créé pour la Royale Belge, donc à Bruxelles, avec Pierre Dufaux en 69. Il y a un mur en laiton patiné, et qui a l'air en fait au premier regard assez lisse, et effectivement on sent pas du tout de rupture. En fait, il a un petit côté très sorcier, Pierre Sabatier, parce que souvent tout ce qui est soudure, etc., il arrive à bien le cacher dans les mouvements. Alors, donc, on a l'impression, effectivement, d'avoir une peau. On ne sait pas trop ce que c'est, mais ça a l'air un petit peu froid. Le côté métallique saute quand même tout de suite aux yeux. Puis, quand on s'approche, le moindre détail est extraordinairement plasticien. Alors, il a travaillé ça, les patines, les effets, avec des acides, c'est poli, et on peut voir le cosmos dans quelque chose qui a l'air de loin extrêmement uniforme. En fait, il n'y a pas 1 cm² qui ressemble au cm² d'à côté. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me fascine chez lui. C'est ce côté microcosmos, macro. Je suis juste très content que tu parles de la Royale Belge parce que évidemment je pense aussi que c'est une œuvre majeure, et je suis très content parce qu'on a nos amis de Bruxelles qui sont ici, journalistes de Bruxelles, et puis aussi tu veux dire 2 mots sur le travail que vous faites à Art Bruxelles?
Eh bien, on a rencontré Damien parce que on a écrit j'ai écrit en partenariat avec la région bruxelloise un ouvrage qui retrace donc euh, toute l'histoire de la construction de la Royale Belge et évidemment qui englobe donc les piliers célestes. Et oui, en effet, c'est une pièce maîtresse. C'est une œuvre qui. Moi, je fais visiter le bâtiment assez souvent à la suite du livre, et chaque visiteur est émerveillé oui, par cette vision du cosmos, justement. Alors en effet, je pense que la Royale Belge, j'invite vraiment tout le monde qui passe à Bruxelles d'aller voir la Royale Belge. C'est vraiment un endroit formidable. Déjà l'architecture un petit peu brutaliste déjà est vraiment captivante. Et puis l'œuvre est gigantesque avec un voyage presque cosmique dans les matières. Ça a été transformé assez récemment en un lieu qui regroupe à la fois des restaurants, un hôtel, des piscines, mais ça a été vraiment très bien fait avec un décorateur belge qui est très talentueux, donc Lionel Jadot, on peut parler de lui. Il a reçu plein de prix en effet. Donc ça c'est une œuvre en effet, la Royale Belge, qui est assez emblématique. Peut-être Frédéric, si tu veux... Je ne vais pas parler des œuvres les plus importantes et les plus impressionnantes. Moi, ce qui m'intéressait, c'est la transition entre le Grand Moulin, donc qui est une forêt, on est face à une forêt, et la forêt en métal. Donc, et là, on a un passage essentiel dans son œuvre, parce que on passe des céramiques qu'ils ont, je reviendrai après sur la politique de la commande, donc du 1%. Oui. Et la grande fresque, et donc il y a cette idée du pénétrable, impénétrable. Il y a l'idée de la forêt, du mystère, et on est confronté directement à la matière, évidemment une matière à la fois inquiétante et attirante. Et cette transition entre ces deux pièces, pour moi, est la clé disons, de son intelligence à la fois plastique, mais aussi théorique. Je reviendrai après dessus. Ah oui, très clair. Anne, il y a une œuvre qui te parle particulièrement ? Eh bien, moi, j'ai été très intéressée aussi par le travail qu'il a fait à Grenoble, à l'occasion des Jeux Olympiques. Donc, dans l'hôtel de ville de Grenoble, ça a été, il a révélé là deux directions extrêmement différentes. D'une part, le travail d'une espèce de travail de feuilletage du métal découpé pour deux portes claustras qui sont assez exceptionnelles. Qui viennent d'être d'ailleurs rénovées. Tout le monde peut venir les voir à l'hôtel de ville de Grenoble. C'est des très belles œuvres. Et d'autre part, dans l'esprit des voûtes célestes, enfin des piliers célestes, du coup, cette grande œuvre cosmique aussi, très précise dans le détail. Il faut savoir que Pierre Sabatier travaillait à genoux sur son métal. Il était dans une prise directe, comme Jackson Pollock avec son action painting. Il y a quelque chose d'extrêmement physique dans ce qu'il a pu livrer, avec des serpillères, des éponges, des acides. Il s'est vraiment commis. D'ailleurs, je pense que son décès est sans doute lié à l'usage à l'utilisation de ces produits acides. C'est vraiment quelqu'un qui s'est, comme vous le disiez, qui a pénétré la matière, en fait, cette relation entre l'intérieur, l'extérieur, et qu'il va d'ailleurs véritablement achevé avec une de ses dernières œuvres qui s'appelle la sidérolite. Et cette sidérolite, qui est une œuvre sculpturale qui se trouve dans le parc de l'atelier de Rouer, est une œuvre dans laquelle on vient se tenir, dans laquelle il vient nous accueillir. Et ça, je crois que c'est vraiment une force de cet artiste qui est véritablement un artiste d'une complexité et en même temps d'une subtilité remarquable. Voilà. Très bien, très bien. Je pense que c'est le moment de parler de la fameuse façade Rochas, qui est un petit peu incontournable. Alors cette façade Rochas que vous voyez là derrière est une façade qui a été créée par Pierre Sabatier suite à un concours pour les parfums Rochas, notamment le lancement d'un parfum qui s'appelait Audace à l'époque. Il a gagné ce concours. C'était amusant d'ailleurs de voir que dans le jury, il y avait Pierre Balmain et André Courrèges, qui étaient quand même des créateurs assez talentueux de l'époque.
Et cette façade a été très, très contestée, très décriée aussi, comme l'a été un petit peu le centre Pompidou à l'époque, parce qu'on retrouve quand même aussi des similitudes dans l'approche, je trouve. D'un côté, on nous parlait pour Pompidou de la raffinerie de pétrole ou Notre-Dame des tuyaux, et puis pour la façade Rochas, on nous parlait aussi des vermicelles suspendus. Donc voilà, ça c'est pour le côté un petit peu négatif. Et bien sûr, il y avait aussi des critiques très élogieuses en même temps. Mais je trouvais intéressant qu'on parle de cette façade Rochas parce que justement Frédéric est venu à l'atelier il y a déjà bien longtemps et j'avais envie d'entendre quelques mots sur ce projet, qu'est-ce qui l'intéressait dans cette façade Rochas et pourquoi aujourd'hui cette façade Rochas est dans les collections du centre Pompidou. Voilà. Je reviendrai moi sur la démarche esthétique de Sabatier. Enfin, oui, c'était amusant parce que quand je suis allé à l'atelier, il n'y avait plus rien. Donc il restait les grandes pièces monumentales, le décor de la boîte de nuit, etc. Mais pour moi qui venais en tant que conservateur, il n'y avait pas d'objet à intégrer en collection. Et votre mère m'a sorti d'un tiroir les nouilles dans une boîte à chaussures. Donc l'ensemble de ces petits éléments qui étaient désassemblés évidemment. Et c'est grâce à un très bon architecte de chez Renzo Piano qu'on a recomposé les maquettes et on a retrouvé les dessins qu'on a intégrés en collection. La façade Rochas, pour moi, c'est un aboutissement, mais je voudrais revenir quand même sur la démarche et la cohérence de la démarche de Sabatier qui commence avec l'art sacré. Et qui commence avec le métal. C'est absolument chronologiquement si on remonte. Et on est encore dans la mouvance de l'après-guerre, dans l'idée d'une culpabilité. Et la revue d'art sacré, c'est un mouvement très important puisque c'est le père Couturier qui dirige cette revue et qui va faire que l'art s'intègre dans les chapelles, dans les églises, etc. En faisant appel à une génération d'artistes, principalement sous la houlette de Bazaine. Et Bazaine, c'est un artiste qui a été très influencé par Bergson. C'est la démarche que j'ai voulu vous montrer. Donc l'auteur de l'énergie spirituelle, l'auteur de Matière et mémoire. Donc c'est quand même des titres qui résonnent juste immédiatement dans l'œuvre de Sabatier. C'est des titres, il suffit de les énoncer. Et puis la relation évidemment de Bergson à Teilhard de Chardin, qui sera un auteur majeur pour Sabatier, qui le lira tout le temps. Et je ne parle pas de l'aspect religieux ou christique, hein, je parle vraiment du théoricien qui est Teilhard de Chardin. J'avais noté le nom de la thèse, la puissance spirituelle de la matière. C'est ça la thèse, le principal ouvrage de Teilhard. Et donc, il s'inscrit dans cette généalogie, et évidemment, c'est Bazaine qui va aussi l'introduire à des milieux d'artistes. Hein. Là aussi, j'ai pris quelques notes. Donc, indépendamment des artistes, Bazaine, c'est l'artiste qui est en relation avec Berthold, avec Manessier, avec Lemoyle. Et c'est un courant majeur pour comprendre je ne veux pas dire que c'est une influence directe, mais le démarrage de l'œuvre de Sabatier et de son rapport à la matière. Donc, pour moi, tout est là. Et quand il va évidemment avoir accès à la deuxième phase, après l'art sacré, c'est le 1%, qui quelque part a été dommageable pour son œuvre, parce que ça l'inscrivait dans la mouvance du 1%, c'était une espèce de commande pour faire vivre les artistes. Et lui va la prendre à bras-le-corps et va travailler avec les architectes de l'époque, donc Badani Rouderlu, Henri Potier, Dufaux, Novarina. Dufaux, et surtout Novarina. Novarina est dans cette filiation de Bazaine. Donc, il s'inscrit là et ça va l'amener à transfigurer complètement son œuvre. C'est-à-dire lentement, on voit les céramiques, et il va revenir sur le métal, et évidemment, son œuvre va prendre un caractère monumental, et ce qui est très étonnant, c'est qu'elle va non plus se réaliser comme des commandes de 1%, elle va se confronter au second modernisme de l'après-guerre, un modernisme assez dur, hein, de métal, de verre, de béton, assez rigide, une espèce de rationalisme, pour amener exactement son contraire, c'est-à-dire une matière libre. Et donc c'est ça, cette tension qui est assez extraordinaire et qui fait qu'il restera, pour moi dans l'histoire, cette contradiction entre le second modernisme français, avec la dimension sociale, toute la commande de l'après-guerre, la commande publique, la commande de l'après-guerre, les grands ensembles, etc., le 1%, et lui, donc, prend exactement le contre-pied avec ce rapport à la matière. Et donc, pour moi, c'est là qu'est la clé de son travail. Alors, en effet, il nous parlait beaucoup de Teilhard de Chardin. Alors, vous avez fait le lien avec Bergson, et c'est un bel apport, je trouve, aussi dans ce livre, c'est cette approche un peu philosophique de l'œuvre.
Et d'ailleurs, voilà, je me suis aussi noté 3 vers, là, parce que cette œuvre qu'on voit là, la façade Rochas, est inspirée, enfin, pour bien comprendre aussi la logique, est inspirée d'un poème de Baudelaire, hein, qui s'appelait Harmonie du soir, qui s'appelle toujours Harmonie du soir d'ailleurs. Et je vous dis 3 phrases. Voici venir l'étang où, vibrant sur sa tige, chaque fleur s'évapore, ainsi qu'un encensoir. Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir, valse mélancolique et langoureux vertige. Donc voilà, je trouve qu'on voit très bien le lien avec l'œuvre. Voilà, cette dimension tout à fait symbolique, cette floraison. Voilà, c'était pour vous donner aussi un petit peu d'insight dans cette œuvre. Donc voilà, après... Pour revenir dessus, ce que je trouvais assez fascinant, donc évidemment, c'est l'idée d'immatérialité de l'œuvre, puisque ce sont des effluves de parfums. À la fois, c'est pop, on est complètement dans la période, hein, on change d'échelle, donc les effluves deviennent de grandes nouilles comme ça qui montent, et puis ça va à l'envers du façadisme, c'est-à-dire c'est le moment où on garde les façades haussmanniennes et on vide ce qu'il y a derrière, et lui il fait l'inverse, il rend immatériel la façade pour disons, laisser les fonctionnalités derrière, il la détache. Et donc c'était un geste important et c'est vraiment absolument dommageable, disons, dans l'idéologie haussmannienne, qui a eu cette inscription des années 70, que ça a été détruit, parce que c'était un geste fort, évidemment, sur l'idée de énergie spirituelle, immatérialité, etc. Et là, on arrivait à l'essence même de la matière, puisque ce n'est qu'une effluve, en fait, hein, ce sont des effluves qui montent, donc on est sur une démétallisation totale. Et c'est vrai aussi, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'était une approche très différente en termes de matériaux utilisés. Là, on est sur du PVC thermoformé, alors que Pierre Sabatier vient plutôt de la céramique, du métal. Et c'est vrai que toute sa vie, il a exploré plein de formes en fait, de matériaux. Il a toujours été très fasciné par l'évolution des technologies, les matériaux. Et c'est pour ça que aussi dans ce livre, on a fait... il y a toute une partie à la fin du livre, vous verrez, il y a une timeline en fait, qui met en perspective l'œuvre de Pierre Sabatier et les grandes innovations de l'époque, les grandes conquêtes de l'espace, tout ce qui en fait l'inspirait beaucoup dans son travail. Et c'est vrai qu'on a passé un bon moment à faire cette timeline à la fin du livre sur en fait les grandes influences de l'époque. Revenir sur ce que Anne a parfaitement souligné, c'est le rapport à la matière quand même. On est sur une espèce de matière volcanique, hein, une espèce d'irruption du magma auquel on est confronté. Et dans une logique bergsonienne, on n'est pas dans la représentation d'une œuvre, on est dans l'œuvre, on est dans la matière. Et donc la spiritualité naît de la matière. Et donc cette idée d'une œuvre qui n'est pas une représentation, qui ne crée pas des représentations d'objets, c'est complètement unique pour une démarche d'artiste. Il y en a d'autres, on peut parler évidemment d'autres artistes, mais je crois que c'est là qu'est l'essentiel. Et évidemment le sidérolithe est la clé. Enfin, pour moi, puisque c'est un assemblage, je ne sais pas combien de tubes peut-être. Des milliers, je n'ai pas compté, franchement. Donc vous rentrez donc vous avez des tubes comme ça, comme une espèce de hérisson géant avec ces milliers de tubes qui s'ouvrent évidemment sur le cosmos, hein, et vous rentrez dedans, vous êtes tout seul. Et donc, vous ne recevez que des fragments du monde. Hein, donc, vous ne recevez que des éléments fragmentaires de l'univers du monde. Et vous êtes sur l'eau avec tous les reflets, etc. Donc, vous êtes pris absolument dans la matière cosmique. Et évidemment, vous n'êtes pas dans la représentation. Les images vous sont envoyées de la matière même. Donc, vous ne vous représentez rien, vous recevez les images de la matière. Et en plus, ça fait du bruit. Oui, c'était conçu pour être synesthésique, oui, le bruit du vent, les plantes odorantes. Enfin, c'était très synesthésique dans la conception de cette œuvre, qui est une œuvre très expérientielle en fait, clairement. Donc, je vous rappelle aussi qu'on fait des portes ouvertes chaque année au moment des Journées européennes du patrimoine, donc en septembre toujours, et vous pouvez visiter l'atelier qui est à 300 km d'ici, près de Moulins. Voilà, c'était petite parenthèse. Ce qu'on peut peut-être... Anne, tu avais une chose à dire? Non, je voulais évoquer aussi l'autre œuvre qui était très importante et très expérimentale et très expérientielle aussi, qui est, alors je suis obligée de lire parce que c'est un mot que j'arrive pas à lire, c'est le kaléicycloscope, qui date de 1981, donc qui est vraiment un travail que Pierre Sabatier a souhaité
immersif, une avancée dans le fond. C'est quelque chose d'assez... Bon, c'est vrai que l'époque était à l'immersion et aux expérimentations, aux happenings et autres affaires, mais il est certain que là, vous aviez donc des images d'une abstraction ou de détails qui vous englobe littéralement. Vous êtes dans un champ d'images mobile, dans un espace dans lequel nous perdons nos repères. Et donc, c'est toujours cette idée qu'évoquait à nouveau, en effet, Frédéric, c'est-à-dire cette immersion, cette notion de traversée de la matière qui nous transforme, en fait. En effet, on parlait tout à l'heure d'une dimension spirituelle. C'est vraiment l'esprit, c'est vraiment la notion, effectivement, immatérielle dans laquelle il nous happe, il nous guide. Voilà. Absolument. Cette œuvre, d'ailleurs, était présentée au Grand Palais. Excuse-moi, je finis juste sur cette œuvre dont tu parlais, qui était au SAD, Salon des artistes décorateurs, au Grand Palais. Donc, c'était en effet un espace modulaire dans lequel on pénétrait et on était vraiment... Il faut expliquer comment ça fonctionne, avec ouais. les colonnes qui tournent, avec des moteurs, avec des projecteurs de diapos, avec des diapositives brûlées, comme vous avez compris, avec le celluloïd qui fond et qui donne cet aspect de la matière. Et tout ça tourne, voilà. Et donc, vous êtes dans l'énergie... spirituel, pour reprendre Bergson, mais peut-être dans l'énergie de la matière même. Absolument. Axel, tu voulais dire quelque chose? Sinon, on peut aborder un sujet qui était intéressant aussi, parce que c'était aussi un peu une des ambitions du livre, c'était de mettre en perspective le travail de Pierre Sabatier et certains grands courants artistiques de l'époque. Alors, on avait identifié un certain nombre. Tu veux commencer par quoi? L'action painting, par exemple? Moi, je pense que c'est le plus évident. C'est le plus évident parce que le travail de Sabatier est, comme Anne l'a rappelé, quelque chose de très très physique. C'est comme une chorégraphie dont on trouve les traces sur le métal. C'est peut-être mieux. Et il y a de larges coups de pinceau qui vont décomposer la lumière d'une certaine manière, qui va révéler des couleurs avec les acides sur du métal. Il y a des éponges qui coulent sur la surface aussi, qui font des petits points, des petits traits. C'est vrai que je revois très bien, alors que je ne l'ai pas connu, alors que je ne l'ai pas vu travailler, mais l'homme à genoux sur son métal, et avec tout autour, et qui doit aller vite tout en étant extrêmement concentré. Sabatier, c'était initialement quelqu'un qui s'était intéressé à l'art mural, à la fresque, et qui avait été bouleversé par les nymphéas, pendant qu'il était étudiant aux arts décoratifs à Paris, justement, où il étudiait la fresque. Il allait souvent voir les nymphéas à l'orangerie, et ça le marque profondément. Or, les nymphéas, on est à la bascule entre l'art figuratif et l'art abstrait. C'est quand même considéré comme étant une étape fondatrice justement de l'action painting, du travail de Mark Rothko, Jackson Pollock, Sam Francis, Motherwell, de John Mitchell. Il y a, je crois, c'est pas je crois d'ailleurs, il y a un des panneaux qui a été retrouvé dans l'atelier de Monet, qui est exposé en 1955 au MoMA à New York, à l'époque où justement se fait aussi cette bascule entre Paris, capitale de l'art, et New York, capitale de l'art. Et ça passe comme étant un fondement de tout cet art moderne américain qui est très dominant aujourd'hui culturellement. Et il se trouve que c'est amusant parce qu'une des premières fresques de Sabatier, en céramique, qui a épiné sous Sénart, je crois qu'elle date de 1970, je ne suis pas certaine. Et là, on a un Motherwell. Et ce qui est amusant, c'est que moi, je crois que Sabatier, il travaillait... Alors, il était complètement en prise avec son temps, avec le passé aussi, parce que c'est quelqu'un qui enquête, qui s'intéresse à l'histoire, qui s'intéresse à l'histoire de l'art, qui s'intéresse à l'archéologie, qui s'intéresse à beaucoup de choses. Mais il est en prise totale avec son époque, sans faire partie d'aucune école. Et ça, c'est cette espèce de rêve de Motherwell en céramique, c'est vraiment très intéressant. C'était en ardoise et en ciment.
C'était une composition en ardoise et en ciment, donc vraiment une alchimie. Alors là, pour le coup, enfin une association plus exactement incroyable. L'ardoise, qui est une matière naturelle, avec le ciment blanc, c'était des formes très 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 remarquables. Et c'est vrai qu'il a poursuivi un peu dans cette abstraction avec des formes en métal découpé qu'on a vu sur des sculptures comme sur le quai. De Seine près d'Austerlitz ou dans d'autres lieux ou d'autres espaces où tout à coup la forme est vraiment il y a le plein et le vide, il y a quelque chose de très 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 abstrait. Oui. Juste pour dire un mot sur ce que tu disais, Axel, sur ce que nous on appelle la fresque aux acides ou l'acid painting. C'est vrai qu'il avait inventé cette technique en fait de travail du métal qui consistait justement à projeter des acides sur le métal, d'en maîtriser en fait les réactions, de les fixer. Donc il y avait tout un savoir-faire, toute une gestuelle qui est très, très emblématique finalement de son travail. Et c'est vrai, quand on voit des photos de Jackson Pollock sur le sol et de mon père, on est à la même époque et on retrouve exactement les mêmes gestuelles. Moi, je voudrais revenir quand même sur la généalogie de Bazaine, Navarina, parce que évidemment, ce qui se passe, c'est que tous ces artistes restent dans des petits formats, et on sait qu'à un certain moment, les Américains, avec la Biennale de Venise, vont gagner la Biennale de 68, je crois, de 68, et on va changer d'échelle. Or, ce qui est très étrange, c'est que Sabatier est entre les deux. C'est ça qui me fascine, donc pour reprendre. Quelque part, il reprend tout l'aspect théorique donc de Bazaine, hein, de cette lecture de Bergson, qui est très importante, et puis il va la transfigurer, et là, il rentre en résonance avec le changement d'échelle, l'architecture, et ce rapport à la matière complètement différent. Et oui, effectivement, lui, il s'investit. On parle d'action painting. Effectivement, on voit toujours la célèbre photo de Pollock, enfin, en train de faire des drippings. On est dans la même mouvance. Mais il a au moment où l'école de Paris est enfoncée par l'école américaine, il s'articule. Je trouve qu'il crée une ouverture. C'est ce qui fait sa noblesse, c'est ce qui fait son travail va trouver sa place historique, parce que effectivement, il n'y a pas d'autre artiste qui va travailler à cette échelle avec la matière à cette époque. Et on peut rappeler aussi, parce que c'est vrai que c'est un des premiers artistes en France qui a eu une équipe. Il y avait à peu près 10 personnes qui travaillaient dans son équipe, dans l'atelier, avec lui. Et il faisait tout lui-même. C'était pas des commandes qu'il faisait réaliser par d'autres personnes. Voilà. Donc après, on suivit d'autres. Je pense à Venet, etc. Mais ça a été vraiment un des premiers dans cette logique vraiment d'équipe aussi dans la réalisation des œuvres souvent monumentales. Oui, je voulais rappeler aussi le travail, effectivement, on l'évoquait tout à l'heure, du 1%, et de nombreux artistes qui, à cette époque-là, ont pu se révéler dans des dimensions assez colossales, et en particulier à la Défense. Et moi, j'ai pas mal travaillé sur l'œuvre de Philolaos, qui est un sculpteur grec. Alors certes, c'est un sculpteur et il restera sculpteur finalement, alors que Pierre Sabatier, c'est-à-dire avec les 3 dimensions, alors que Pierre Sabatier, justement, il va engager, mais des recherches dans plusieurs dimensions. Il y a ces murs métalliques qui sont comme des pots, qui sont en 2 dimensions ou 3 dimensions, je ne sais pas. Il a toujours été fasciné par la tapisserie, par en effet, tu l'évoquais, la fresque qu'il a appris. Donc le mur est quelque chose qui compte. Et puis, par ailleurs, cette traversée de la matière, on l'a vu au travers des murs ou des parois, comment dire, claustras, c'est-à-dire une transparence de la matière. On est sur plusieurs épaisseurs, on pénètre l'affaire et on termine avec cette grande œuvre. Donc c'est vrai qu'il a une dimension par rapport à Philolaos que j'ai étudié également sur un autre ouvrage. Vraiment, il a une dimension d'une complexité, d'une immensité qui est tout à fait surprenante, je trouve. Il n'est pas resté cloîtré ou cloisonné sur une pratique. J'aime bien faire aussi, moi, le parallèle de temps en temps avec Noguchi, que j'adore, c'est un artiste que j'adore. Et je pense qu'il avait aussi cette liberté dans l'approche des matériaux, pas de hiérarchie entre les différentes typologies d'art. Il a travaillé beaucoup sur les espaces publics, sur les jardins d'enfants. Donc j'ai retrouvé, moi, en plongeant dans l'œuvre de Noguchi, beaucoup de similitudes. Ouais, donc c'est très intéressant. Et peut-être, Axel, tu as aussi beaucoup étudié tout ce qui tournait autour du mouvement zéro en Italie. C'est pas inintéressant, je trouve.
comme approche. Oui, c'est pas d'ailleurs forcément très très différent de ce que fait Noguchi, même si Noguchi arrive un peu avant. Déjà dès les années 30, Noguchi, il fait le plus grand panneau de métal pour le siège social à New York je ne sais plus si c'est une agence de presse ou un journal. Une agence de presse, oui. Et on a, parce qu'à l'époque, comme on fabrique des armes, alors avec le métal, on arrive à une certaine technicité. On fait des feuilles de métal, ce qui n'existait pas avant. On n'a jamais fait des feuilles de métal aussi grandes, hein, avant des grands laminoirs, je suppose, pour faire plein de choses qui sont extrêmement mortelles. Et puis Noguchi, lui, va le plier et faire une grande œuvre en métal plié pour ce siège. Et puis après la guerre, on passe à autre chose. C'est pas la même inspiration. Noguchi, lui, il est bien sûr toujours là. Et là, comme Sabatier, il se penche sur les éléments, sur la nature. Il fait des œuvres qui sont beaucoup plus proches de l'arbre, beaucoup plus proches du caillou, beaucoup plus proches de la source. On connaît à Paris le jardin qu'il a fait pour l'UNESCO, qui est une espèce de pérégrination. Là aussi, on n'est plus dans l'œuvre, soit la sculpture, soit le panneau. On est dans quelque chose d'immersif. Et je pense que Sabatier tirait vers ça. Et après-guerre, il y a aussi cette espèce de culpabilité, comme le disait Frédéric, qui va avoir comme pendant une espèce de grand enthousiasme, une espèce de grande aspiration à autre chose, à quelque chose d'universel, de spirituel, et qui est entre autres représenté par un mouvement qui est né en Allemagne et qui s'appelle Zéro. Comme on remet les compteurs à zéro. Et Zéro, c'est un mouvement qui draine des artistes vraiment du monde entier. En France, il y a eu Yves Klein, il y a eu beaucoup de gens en Italie, il y a eu Castellani, il y a eu Nanda Vigo. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait des points de contact entre l'œuvre de Sabatier et Zéro. Alors, il y a les reliefs de Castellani, c'est toutes les recherches sur la toile qui ressemblent aux recherches de matière de Sabatier. Mais il y a aussi ce pendant cosmique où Sabatier était totalement... C'est-à-dire que Sabatier, il adorait Hubert Reeves, il lisait Arun Taziev. Et le côté... il y a un point commun, je trouve, entre le fameux machin bidule qui bouge, dont tu parlais tout à l'heure, Cyclo. J'arrive jamais à me souvenir du nom. Non, là il n'a pas vraiment travaillé pour sa gloire avec un nom pareil, il faut qu'on trouve autre chose. Mais qui bouge dans tous les sens. Moi, ça m'a rappelé une œuvre que j'ai eu la chance de voir à Bordeaux, qui est Fontana Vigo. Donc, Lucio Fontana, le père spirituel de Zéro, d'une certaine façon. Moi, je pense que c'est essentiel, parce que quand vous dites Zéro, c'est Fontana, évidemment. On passe aux explosions, au métal, à la matière. Et derrière Fontana, évidemment, il y a Klein, avec le travail sur le feu, etc. Et puis, il y a le mouvement Gouttaï, qui est le pendant de Zéro, avec exactement les mêmes expériences sur la matière, le geste, etc. Donc, si chronologiquement, donc on est un peu avant, c'est-à-dire qu'on commence là, on est en 50, 52, 56, sur ces pièces, ces artistes-là ne vont pas passer à l'échelle totalement monumentale. Et ce qui va être évidemment l'absolue singularité de Sabatier, et ne vont pas confronter les œuvres à l'espace public, parce que c'est aussi une dimension qui est totalement essentielle. C'est qu'on passe de l'idée d'œuvre, donc d'objet, voire monumental, même pour parler de l'abstraction américaine, à un art public, totalement public. Et il est quand même frappant de voir dans un hall de banque à la Défense, ces œuvres totalement matiéristes, qui sont l'antinomie même du bâtiment, enfin on est complètement à rebours, dans un espace hyper rationnel à la Défense, qui est l'apogée du second modernisme, des 30 Glorieuses, et on se retrouve dans un univers matériel, cosmique, je dirais une espèce de magma, et dans un rapport immédiat au corps. Donc c'est cette contradiction qui est assez fascinante. Mais il y a justement dans le rapport au corps quelque chose de très intéressant. Encore une fois, par rapport à Zéro et toute cette recherche cosmique, c'est aussi, comment dire, pouvoir rester enchanté avec tout le progrès technologique de la seconde moitié du XXe siècle, et tout en luttant contre le matérialisme. C'est ce qui me semble très intéressant dans le matérialisme consumériste, je veux dire, ce qui me semble très intéressant chez Zéro. Et quand justement vous parlez de ces environnements absolus, on est dans l'œuvre et on peut ressentir un certain vertige
Et il y a cette espèce d'apesanteur qu'on ressent dans le kaléidoscope, là, voilà, merci, qu'on ressent un peu à la Royale Belge aussi, et qu'on ressent, encore une fois, j'aurais parlé de cet environnement de Nanda Vigo, qui était une grande lectrice de Marvel, qui aimait beaucoup la science-fiction. J'ai appris que Sabatier aimait bien Philippe Drouillet, lui aussi, il n'avait rien contre tout ça. Et cette espèce de vertige qu'on peut ressentir dans la sidérolite, et qu'on peut ressentir aussi dans une œuvre qu'avaient fait Vigo et Fontana en 73, je crois. C'est une espèce d'environnement en moquette rouge, en métal, avec c'est pas du métal, c'est du papier métallique. On est obligé de passer sur un sol qui est un petit peu en vague. Et on perd un peu ses repères, et on est complètement ailleurs en apesanteur. Je crois qu'il y a un point commun aussi, parce que Nanda Vigo adorait l'espace et qu'elle faisait livrer ses diodes quand elle faisait des installations à Cap Canaveral. Il y a Denis Voisin qui travaillait avec Pierre Sabatier, qui m'a dit un truc qui m'a rappelé un peu ça. C'est quand il a fait Cosmos pour la Tour Aquitaine, donc au milieu des années 60. Initialement, il devait y avoir dans ce grand hall qu'il a entièrement tapissé d'une espèce de peau de métal rouge et noir, une espèce de lave martienne d'une certaine façon. Il devait y avoir une ouverture sur la salle des machines la tour, de cette gigantesque tour de la Défense. Il devait y avoir comme un hublot avec derrière, en contraste, les lumières qui clignotaient. Et il a toujours été fasciné par les avancées technologiques. Il a beaucoup travaillé aussi après avec des systèmes de fibre optique aussi dans certaines œuvres à la Défense. Donc toujours très en prise, comme tu le dis, avec l'évolution des technologies. Frédéric, vous avez aussi beaucoup travaillé, je crois, sur André Bloch. Est-ce qu'il y a aussi des choses sur le groupe Espace? Une des premières réalisations de Sabatier, il s'intègre dans une commande où Bloch va réaliser lui-même une sculpture. Donc avec toute l'ambiguïté de l'André Bloch, peintre et sculpteur, et de l'André Bloch, rédacteur en chef de l'architecture d'aujourd'hui, homme de grand pouvoir sur la communication et la diffusion de l'architecture. Et donc évidemment, on peut aussi tisser des correspondances avec le groupe Espace, qui était le groupe fondé par Bloch, et qui sera lui-même influent sur toute une génération d'artistes. Donc il faut évidemment prendre en compte l'après-guerre française, ses développements et ses contradictions, la rupture américaine, qui fait que notre regard a changé, et que le changement d'échelle des œuvres fait qu'on n'est plus capable véritablement de regarder. Il n'y a que Dubuffet qui a réussi à changer d'échelle lui-même, mais on n'est plus capable de regarder un Manessier ou un Lemoyle, etc. Les premiers, ils ne sont pas tous très bons, mais ces œuvres, c'est quand même Bazaine qui crée en 1945 une première exposition. En 1945, c'est vraiment juste immédiate après-guerre, en rassemblant ces artistes, avec Bazaine comme chef de file. Et donc, c'est dans cette généalogie qu'il faut, je pense, comprendre le travail de Sabatier, qui va s'adapter à toutes ces ruptures successives, se confronter à ces écoles, tout en gardant le droit fil de sa recherche sur la matière. C'est ça que je trouve fascinant. Et puis, moi, j'ai voulu mentionner Gilles Deleuze, parce que, dans mes textes, parce que Gilles Deleuze appartient à cette génération. Son livre sur Bergson est publié en 1966, et c'est la suite de sa thèse, enfin, son travail de recherche qui s'appelle Empirisme et subjectivité, et on est complètement dans cette généalogie. Et le travail de Bergson de Deleuze sur la matière, qui va résonner dans toute son œuvre, résonne dans enfin, il y a des correspondances qui me fascinent sur l'idée de non-représentation, du refus de la représentation, et d'être dans l'émergence même des choses. Et c'est toutes les thématiques que développera Deleuze tout au long de son œuvre. Bien sûr, à partir de Bergson, de Spinoza, enfin, je ne vais pas aller trop loin, mais il est là, Sabatier. C'est-à-dire que si on veut vraiment regarder les premières pages du livre, si vous regardez les pages de matière, vous êtes dans cette appréhension-là. Et que ça s'inscrive dans des grands muraux à la Défense, je trouve ça absolument à la fois extraordinaire et contradictoire. C'est une espèce de la réémergence de la guerre, enfin d'une espèce de conscience de la matière qui réémerge dans un monde rationnel qui se reconstruit, qui finalement reproduit les contradictions disons, industrielles de la guerre. Donc c'est ça qui est fascinant dans l'œuvre de Sabatier.
Vas-y, Anne. Et oui, je voulais revenir, et vous l'aviez très, très justement évoqué au début, sur l'art sacré pour Pierre Sabatier, qui a été sa porte d'entrée quand même dans l'art, puisque pardon, Maurice Novarina lui demande très tôt, en 1956, de créer du mobilier liturgique. Donc on est sur un mouvement, en effet, le mouvement du père Couturier, avec une revue fondamentale, l'art sacré, des artistes, dont Jean Bazaine, le Moal, Alfred Manessier, le vitrail, le vêtement liturgique, Frère Non-Léger. Enfin, il y a tout un mouvement extraordinaire, et je trouve que... Et l'église d'Assy, bien sûr, le plateau d'Assy, évidemment, avec Matisse, etc. Et donc, en fait, je trouve que dans l'œuvre liturgique, le mobilier liturgique de Pierre Sabatier, dès le départ, on a un travail, mais d'une complexité, d'une richesse, d'une audace absolument extraordinaire. Il travaille le métal comme des scarifications, il travaille le métal en relief déjà sur des surfaces qui sont petites. On n'est pas encore dans la grande dimension monumentale de la Défense ou d'autres bâtiments. Il a déjà cette vision très tôt, je trouve, et qui me fait penser évidemment à de grands artistes comme ceux que vous venez d'évoquer, ou même de Hartung ou de Soulages, ou je ne sais pas qui. Enfin, il y a quelque chose, je suis peut-être un peu en décalage là, mais il y a vraiment quelque chose de gestuel, d'abstrait, de danse. Et on parlait tout à l'heure de Fontana, effectivement, les points, cette espèce d'enfoncement de la matière sur des surfaces petites, ça a pu être sur des autels, mais sur des comment on appelle ça, des tabernacles, c'est vraiment des petites portes, enfin je vais dire des portes sur la... C'est vraiment extraordinaire, tout est là déjà, je trouve aussi. Oui. Je rejoins le premier tabernacle. Toute l'œuvre correspond à Grenoble, les portes, etc., les passages, la forêt, les pénétrables. Tout est déjà là. Et c'est assez extraordinaire qu'il y ait le passage par la céramique, puisque la céramique permet d'accéder au mur. Donc changer d'échelle, et en même temps devient une limite. Et il va retrouver cette dynamique originaire de la matière et du métal. Il y a un matériau tout à fait différent sur lequel aussi il a beaucoup travaillé à une certaine époque, c'est le béton, puisqu'il avait en fait inventé une technique en fait de projection du béton sur un habillage de grillage, et il arrivait à créer comme ça des grottes, un petit peu dans l'esprit de la Renaissance, et des grottes. Et là encore, il y a quand même une exploration des matériaux qui est assez intéressante, parce qu'il s'est vraiment finalement limité à aucun matériau. Dans ses œuvres assez monumentales, en effet, qu'il a réalisées pour des parcs aquatiques, pour des terrains de jeu pour enfants, effectivement, cette technique du béton projeté, elle est quand même très en lien aussi avec la nature. C'est vraiment le rocher. On sent qu'il y a un désir de reproduire, ou d'aller vers, ou d'aller dans la nature, et d'immerger encore une fois le public, les enfants, de ces parcs qui ont été très en vogue dans les années 70, ou voire même dans les places publiques, pour susciter une déambulation, une surprise, un étonnement. Et je pense que ça, c'est vraiment le lien très très fort que la nature exerce sur lui. De façon, mais alors vraiment... D'ailleurs, on le sent, je trouve, dans ce parc de Rouer, avec ses troncs, ses verticales, ses cimes d'arbres, il y a quelque chose il y a cette canopée, en fait, qui est très, très, très prégnante, je trouve, dans l'œuvre de Sabatier, avec des matières repoussées. Bon, là, on évoquait le béton, c'est plutôt rocheux, volcanique. Il était très fasciné par la vulcanologie. Vraiment, là, le contact évidemment de la matière magma que évoquait Frédéric tout à l'heure, le rocher, et puis aussi le feu, bien sûr. Je peux dire juste une chose qui m'intéressait beaucoup, c'est que sa fascination pour Teilhard de Chardin, je pense qu'il est presque un livre de chevet, hein. Et en fait, Teilhard de Chardin fait sa thèse avec un bergsonien qui s'appelle Édouard Leroy, qui est un des grands spécialistes de Bergson, contemporain de Bergson, et évidemment, je pense c'est absolument fondamental pour comprendre ce rapport essentiel. Et Teilhard de Chardin, à l'origine, est un archéologue et un paléontologue.
Et on oublie évidemment ce rapport essentiel à la terre est déjà présent dès le départ dans ces lectures de Teilhard de Chardin. D'ailleurs, Teilhard de Chardin a participé dans les années 30 à des fouilles et qui ont contribué à faire découvrir un des premiers squelettes d'hommes préhistoriques. Et ça remontait à presque à moins 800 000 ans. Et donc, ça repoussait les sources de l'humanité par rapport à la conception qu'on en avait à l'époque. Et cette espèce d'interrogation sur la place de l'homme dans le monde, bon, c'est très philosophique, mais je pense que Sabatier, il avait cette intuition-là qu'on était là depuis très longtemps. Et que il fallait l'expérimenter à travers la matière, que la matière, la couleur nous donnait des indices de ça, nous le faisait ressentir. Et c'est pour ça peut-être que ce côté alchimique dans son œuvre m'a autant frappé dès le départ. Moi j'ai découvert Pierre Sabatier complètement par hasard. Je faisais un article sur les puces. Et j'arrive chez une antiquaire du XXe siècle qui s'appelle Marie-Laure Davauquezanne, qui a pris sa retraite. Et là, je vois des panneaux. Alors, il y avait deux artistes. Il y en avait un qui travaillait plutôt sur du plastique, des dérivés de produits pétroliers, du plastique fondu. Et le travail de Sabatier qui était sur du métal. Et je m'approche, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et c'est du métal. Qui a fait ça? Pierre Sabatier. Et je me suis demandé ce qui pouvait donner envie de changer du métal en tout à fait autre chose. Et l'œuvre de Sabatier, elle est alchimique parce que c'est ça, elle fait des bulles, elle coule, elle devient rocheuse, même pour faire certains effets, il allait balancer des rochers sur les plaques en métal. Et il y a toute cette interrogation de la matière qui est à la fois une déclaration d'amour à la nature, à son environnement, à ses promenades au bord de l'Allier quand il ramasse des fossiles et des pierres taillées préhistoriques et des bois flottés, etc. Mais aussi qui est un grand questionnement sur la place de l'homme dans la nature et ce que l'art peut nous dire de ça et nous aider à connecter avec ça. Donc oui, il y a une part de philosophie. Il y a des liens entre la philosophie et l'alchimie, je suppose. C'est vous le philosophe de l'aventure, mais... Oui, historiquement, bien sûr. Et puis même par rapport à la culture, la Renaissance florentine faisait des expériences, Francesco Ier faisait des expériences alchimiques sur la matière. Enfin, c'est une longue... Parce que on va pas aller trop loin. Mais non, mais vous avez absolument raison. Moi, je trouve, je veux revenir dessus, la cohérence... théorique et esthétique de l'œuvre de Sabatier, en contradiction avec le milieu de la commande qu'il a fait vivre. Il n'a jamais voulu, je pense, faire œuvre, c'est-à-dire présenter des œuvres dans une galerie comme des objets. Toutes les œuvres se sont incarnées dans l'espace public. Et c'est à la fois sa noblesse et en même temps, ça a été, disons, un problème peut-être pour une reconnaissance au même niveau que des très grands artistes de son travail pour l'histoire de l'art. C'est cette contradiction qui est assez étonnante parce qu'on se dit, mais quand même, des œuvres dans le siège d'une entreprise pétrolière, est-ce que c'est vraiment une œuvre d'art ou est-ce que c'est un décor? Voilà. Donc cette question du décoratif a été, je pense, à un moment très problématique. Et quand j'ai été chercher des œuvres, j'avais vraiment donc cette vision. Il ne restait que les nouilles dans une boîte à chaussures. Mais évidemment, on s'appelle la pièce. À la cyclo Caléi. Voilà, que votre mère a démarré, qu'on a regardé, ça fonctionnait encore. Mais effectivement, il n'y avait pas d'accès direct aux œuvres, et c'est au travers de différents objets, les cheminées, etc., qui ont commencé à être distribués, le démontage des panneaux de la Défense qui ont commencé à être distribués, que l'œuvre a été comprise comme une œuvre d'art. C'est que par la diffusion, une autre logique de diffusion de l'œuvre, qu'on est sorti de l'espace public pour une reconnaissance véritablement du travail de Sabatier comme un artiste à part entière et non pas comme un artiste du 1%. C'était ça quand même toute l'ambiguïté. Très juste, je pense, en effet. On prend une ou deux questions, peut-être, de l'Assemblée, parce qu'on ne veut pas assommer. Je ne sais pas si quelqu'un a une question. Tiens, on va te passer
Je suis un petit peu beaucoup même néophyte. Je ne devrais pas parler dans ces cas-là, ça met toujours mal à l'aise. Je me disais dans tout ce que vous dites, ce qui ressort en fait c'est le corps. C'est quand vous parlez de la glaise, de la terre, de l'acide ou des joints. Ce qui ressort, ouais, c'est vraiment le corps, la matière, le corps. Et je me demandais, cette histoire de joints qui compartimentent, qu'est-ce qu'il en fait? Il les casse. Il refait quelque chose. Alors déjà, les joints, c'est très important parce que c'est, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que m'a raconté Barbara, d'après son épouse, il en avait marre des cadres. Il en avait marre du cadre. Alors ça l'a poussé à faire autre chose. Et puis les joints, il y en a forcément. Ouais. Même dans ces grandes œuvres monumentales, etc. Mais on ne les voit pas et on peut les voir, ça peut arriver, mais enfin quand même, globalement, il les cache. Imaginez la fresque du Grand Môle, donc c'est fascinant. C'est le bal du Grand Môle, c'est fascinant, parce que ça veut dire que vous entrez dans un univers absolument mystérieux. 18 000 carreaux cuits au four pour faire un mural à l'échelle d'un bâtiment. Oui. Avec évidemment les joints et le problème des joints pour restituer une seule unité plastique. Et donc c'est là que ça ne lui va plus. Oui. Ça ne va plus à l'échelle, ça ne va plus. 18 000 carreaux à cuire, les joints qui créent une grille rationnelle par rapport à un univers qu'il veut totalement matériel, et y compris ça ne va plus. C'est là que c'est la rupture pour moi. C'était quelqu'un de très physique, très engagé physiquement dans le geste, dans les matériaux. Enfin, moi, j'ai des souvenirs de martelage complètement dingue, de quelqu'un de très physique. Hein. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de Vulcain, de l'acide, bien sûr, des fumées. Il y a tout un monde du processus de création aussi, parce qu'il travaille certes avec du métal, de l'acide, mais il y a de l'eau. Parce que quand on chauffe, il y a des moments où il faut arrêter de chauffer, alors on met de l'eau, ça fait de la vapeur, il y a de la cire, il y a des étincelles, parce que j'imagine qu'il doit y avoir des chalumeaux assez souvent, des choses comme ça. Donc l'atelier, c'est quelque chose qui fait du bruit, c'est quelque chose qui fait de la lumière, qui fait de la vapeur d'eau. Quand il travaille, ça bouge, quoi, ça dépote, ça faisait peur au village d'ailleurs, je crois que... Ça faisait du bruit dans les villages d'à côté. Il y a une faculté de faire des choses qui sont à une échelle qui est trop importante pour lui. Enfin, on ne peut pas imaginer ça, que quand on voit, par exemple, il a fait une œuvre pour, je crois, une branche d'Elf Aquitaine au Canada, à Calgary. C'est un environnement qui s'appelle les Rocheuses. Et c'est rien de moins que de montrer les montagnes rocheuses, de donner l'impression d'une vue aérienne. Donc là, il y a aussi quelque chose qui est totalement en prise avec son époque, c'est-à-dire technologiquement, maintenant, on peut faire ça, on peut s'envoler, on peut faire des photos, on peut voir le monde de haut. Lui qui s'interroge tellement sur ce que c'est que le monde, ce que c'est que la nature, etc. Il fait tout un truc, 160 mètres carrés de montagnes rocheuses. Et quand on voit ça, on se dit, mais le type, il était tout seul avec 4-5 personnes dans son atelier. Et ça part d'Orower, un village de l'Allier, et ça va au Canada, à Calgary. Et c'est presque inimaginable. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'énergie mystérieuse dans tout ça. Quand vous dites un émurge, oui. Ce n'est pas raisonnable. Oui, sans limite. En plus, j'ai cru comprendre qu'il n'avait pas recours à un artisan pour... il faisait tout lui-même. Il les formait, il les recrutait dans la campagne autour d'Orower, des gars un peu costauds, et puis il fallait tout qu'il fasse comme lui, il voulait. Mais ça a été jusqu'à 15 personnes maximum. J'ai eu le plaisir de travailler avec Pierre pendant plusieurs années, à partir de la CB15, où j'ai rencontré Pierre et Barbara. Et à la suite de ça, j'ai eu la confiance de Elf. Et donc, avec Pierre Sabatier, on a fait le premier hall d'entrée d'une tour qui a été construite à Calgary. Et à 10 années d'intervalle, nous avons refait une autre tour. Donc, les Rockies étaient là. Mais dans les deux cas, ce qui m'a étonné et vraiment admiré auprès de Pierre, c'est que tout était posé sans retouche. Ça a été pour moi des années merveilleuses de travailler avec quelqu'un qui abordait le grand, le petit, parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec lui pour
même sur des plateformes en mer pour des lieux un peu de réception, si vous voulez, et puis des choses diverses. Et ce qui a été formidable à un moment donné, c'est qu'il m'a dit un jour, eh ben voilà, j'ai un concours à faire. Bon, alors ce concours, c'était pour les 4 portes de Dammam, pour le roi. Et moi, j'ai dit, ben on y va. Enfin, il n'y avait pas le choix. On n'a même pas parlé de rémunération pour moi. Non, on a travaillé direct. Et je trouvais que c'était formidable d'être dans l'élan de Pierre. Et 15 jours après, il fallait faire une proposition. Et pendant que Pierre faisait les prototypes, moi je faisais des plans et des maquettes. Et il y avait l'ingénieur aussi technique qui était, disons, la cheville principale aussi. Et on était 3 à fonctionner. Et ensuite, il y a eu le développement. Et moi, à chaque fois, je voulais faire des plans, et des plans qui étaient grandeur. J'ai tout dessiné grandeur. Mais enfin, bref, on a foncé. Voilà. Mais c'est intéressant de dire qu'on a foncé, parce que c'est vrai qu'il y a cette énergie, cet élan qui est fascinant quand on a travaillé sur le livre et qu'on regarde la chronologie. Certaines années, comme l'année 70, 71, 72, on ne comprend pas comment c'est possible d'avoir fait autant de projets à travers le monde la même année. Donc il y avait une énergie phénoménale à l'époque qui doit correspondre probablement aussi à cette époque des 30 Glorieuses, cet élan, cet optimisme qui est assez frappant. Voilà, donc on vous remercie vivement d'être venu, et puis j'espère que le livre va vous intéresser. Voilà, merci à toute l'équipe qui est formidable.